Bonjour et bienvenue. Bonjour. La semaine dernière, on était en Grèce antique, un beau voyage. Aujourd'hui, on change un peu de décor, mais on reste dans l'Antiquité. Direction Rome. À Rome, un autre monde fascinant. Et on va s'intéresser à un aspect peut-être un peu inattendu de la vie romaine, l'apiculture. Oui, l'élevage des abeilles. C'est vrai que ça peut surprendre. Qui aurait cru que c'était si crucial pour eux? Comment ils faisaient concrètement? Et puis, à quoi servait le miel, la cire dans leur société? C'est ça, on se pose plein de questions. Pour explorer tout ça, on a pas mal de sources quand même. Des textes latins, incontournables, comme Columelle, Pline l'Ancien, Virgile aussi. Oui, des grands classiques. Mais pas seulement. On a aussi des découvertes archéologiques. Je pense notamment au site du Vernet. Des articles de reconstitution et même des ressources pédagogiques plus récentes qui aident à comprendre. Absolument. Et notre idée, aujourd'hui, c'est vraiment d'aller au-delà de l'image un peu simple qu'on pourrait avoir. D'accord. On va voir que les Romains, ils avaient des techniques apicoles déjà très pointues pour l'époque, et surtout que l'abeille, ses produits, le miel, la cire, c'était partout. Partout, c'est-à-dire? Dans l'économie, la cuisine, bien sûr, mais aussi la pharmacie, et même dans leurs croyances, leur religion. C'est vraiment une plongée dans un savoir-faire, une culture millénaire. Bon, alors commençons par le produit star, le miel. On imagine bien, oui, pour sucrer, mais ça devait aller plus loin, non? C'était un peu leur seule source de sucre en dehors des fruits, j'imagine. Exactement, le miel, c'était fondamental. Vraiment, c'était la principale source de saveur sucrée, avec les fruits, oui. Donc omniprésent en cuisine. Mhm. Pour adoucir les plats, pour conserver certains aliments, pour faire ces fameux plats aigres-doux que les Romains aimaient tant. Ah oui, les gredous romains. C'est ça. Indispensable aussi pour les pâtisseries. Et puis, il ne faut pas oublier l'hydromel, L'hydromel, bien sûr. cette boisson fermentée, eau et miel, probablement une des plus anciennes boissons alcoolisées connues. Pline nous en donne même une recette d'ailleurs, hein. Alors carrément, donc la base du sucré, de certaines boissons, mais vous disiez que ça ne s'arrêtait pas là. Médecine, cosmétique, c'était un peu le produit miracle alors. On peut presque dire ça, oui. Une vraie petite pharmacie de base. Ah oui, Les grands médecins de l'Antiquité, Hippocrate, Dioscoride, Galien, tous le recommandaient pour plein de choses. comme quoi par exemple? Comme cicatrisant pour les plaies, comme antiseptique, et aussi comme excipient, c'est-à-dire une base pour mélanger d'autres principes actifs. D'accord, une sorte de véhicule pour d'autres remèdes. Exactement, on a retrouvé des centaines, mais vraiment des centaines de recettes médicales antiques. On parle de plus de 500 Hmm, qui contiennent du miel. 500 recettes? Oui, des pilules, des sirops, des onguents, des pansements, même des collyres pour les yeux. Incroyable. Et les femmes romaines, les matrones, elles s'en servaient aussi comme produits de beauté, souvent mélangés à des plantes pour la peau. C'est fou cette polyvalence. Du coup, on comprend mieux qu'il y a eu aussi une dimension symbolique, voire religieuse. Tout à fait. Le miel, c'était vu comme une nourriture presque divine, une offrande très courante aux dieux. Mhm. Il y avait même une hiérarchie, figurez-vous. Le miel vierge, celui qui coulait naturellement des rayons, sans pressage, était considéré comme le plus pur. Ah d'accord. On le réservait aux rituels religieux, aux usages médicaux les plus fins. Le miel obtenu par pressage, qu'on appelait miel commun, lui servait plus à la cuisine tout au jour. Logique. Et déjà à l'époque, certains miels avaient leur réputation. Celui du mont Hymette en Grèce, par exemple, ou celui de Narbonne, Strabone en parle. Ah oui, le miel de Narbonne déjà. Oui, oui. Mais le top du top pour les Romains, apparemment, c'était le miel de thym. Le miel de thym. D'accord. Bon, on voit bien l'importance capitale du miel. Mais alors, comment ils faisaient pour en produire? Comment ils élevaient ces fameuses abeilles? Columelle, dans son traité d'agriculture, il a l'air d'être une mine d'or là-dessus. Ah oui, Columelle est très très détaillé. Ce qui est frappant, c'est de voir à quel point leur connaissance était, empirique bien sûr, mais très avancée. Hmm, Ils se sont beaucoup inspirés des Grecs, c'est vrai, mais ils ont aussi développé leur propre technique par l'observation. D'ailleurs, techniquement, l'apiculture, elle n'a pas énormément changé entre l'époque romaine et, disons, l'invention des ruches modernes à cadre au XIXe siècle. c'est impressionnant quand même. Alors, concrètement, l'apiculteur romain, il commençait par où? Le choix de l'emplacement du rucher, l'apiarium, ça devait être crucial, j'imagine. Fondamental. Columelle et Varron, ils insistent énormément là-dessus. Il fallait trouver l'endroit quasi parfait. Le cahier des charges était strict.
Ah oui, bien protéger des vents, des intempéries. Ensoleiller l'hiver pour réchauffer les ruches, mais avec de l'ombre l'été pour éviter la surchauffe. D'accord. Un équilibre. Exactement. Idéalement près d'une source d'eau claire peu profonde. Ou alors il fallait aménager un petit point d'eau soi-même avec des cailloux ou des branches pour que les abeilles puissent boire sans se noyer. Ingénieux. Il fallait aussi que l'endroit soit calme. Loin des prédateurs, bien sûr, lézards, serpents, mais aussi loin des nuisances comme les mauvaises odeurs, les marais, et même les échos. Apparemment, ça pouvait perturber les abeilles. Les échos, c'est précis. Oui. Souvent, on entourait le rucher d'un mur ou d'une clôture, les avacères, pour le protéger, et il y avait un gardien, le Mélarius, qui logeait souvent juste à côté avec son matériel. Il pensait vraiment à tout, jusqu'à choisir les plantes qui poussaient autour. Ah oui, c'était essentiel pour la nourriture des abeilles et pour leur santé. Columel recommande de planter spécifiquement certains arbustes, le cytise, le romarin, la sarriette, le thym, enfin, toutes les plantes jugées bénéfiques et mellifères. L'environnement floral, c'était clé. Et les ruches elles-mêmes, ils les appelaient alvus, ça veut dire ventre, c'est ça? C'est une drôle d'idée, non? Ça vient directement d'une croyance très répandue à l'époque, même s'il était fausse. La bougonie. Ah, la bougonie. J'en ai entendu parler. Voilà. On pensait que les essaims pouvaient naître spontanément de la carcasse en décomposition d'un bœuf sacrifié. Virgile en parle beaucoup dans ses Géorgiques. Donc la ruche, c'était le ventre d'où sortaient les abeilles. D'accord, je vois le lien. Au début, les ruches, elles imitaient la nature, des troncs d'arbres creusés. Puis ils ont expérimenté avec plein de matériaux différents. Comme quoi? L'osier ou la paille tressée, la vannerie. Le liège, ça c'était très apprécié. La terre cuite aussi, mais Columel, il n'aimait pas trop ça. Pourquoi? Parce que ça chauffe trop l'été et ça refroidit trop l'hiver, selon lui. Il y avait aussi la bouse de vache séchée. Mais bon, risqué pour les incendier. Ah oui, j'imagine. Ou même des ruches en briques. Mais là, le gros inconvénient, c'est qu'on ne pouvait pas les déplacer. Ah, donc il y avait ce débat sur les matériaux. Et pourquoi c'était si important de pouvoir les déplacer? Pour Columel, en tout cas, lui, il préférait nettement les ruches mobiles en liège ou en vannerie. Pourquoi? Parce que ça permettait de les bouger si une maladie se déclarait, par exemple. Logique. Ou s'il manquait de nourriture dans une zone, ou tout simplement pour vendre l'essaim. C'était beaucoup plus souple. Les ruches fixes en briques, même si elles protégeaient mieux peut-être, elles n'avaient pas cette flexibilité. Je comprends. D'ailleurs, c'est intéressant, il y a des archéologues aujourd'hui, sur des sites comme celui du Vernet, qui essayent de reconstituer ces différents types de ruches, pour mieux comprendre comment elles fonctionnaient. Passionnant de voir ces reconstitutions. Et dans le rucher lui-même, comment ils organisaient ces ruches, les unes à côté des autres? Empilées sur plus de 3 niveaux, pour que le gardien puisse atteindre facilement celle du haut. C'était une question pratique, quoi. Tout à fait logique. Et à l'intérieur de la ruche, est-ce qu'ils s'intéressaient déjà aux abeilles elles-mêmes? Est-ce qu'ils faisaient une sorte de sélection? Oui, étonnamment. Columel, en se basant sur Aristote et Virgile, il décrit différents types d'abeilles, et il a sa préférence. Ah bon? Laquelle? Les petites abeilles, plutôt allongées, lisses et de couleur dorée ou rousse. Il les trouvait plus douces et plus travailleuses que les grosses abeilles noires et velues, qu'il jugeait, lui, carrément méchantes et paresseuses. Ils avaient déjà des préjugés sur les abeilles. C'est drôle. Et cette histoire de roi des abeilles, ils n'avaient pas encore compris que c'était une reine. Non, non, le rôle de la reine, la reproduction sexuée des abeilles, ça leur échappait complètement. Ils voyaient un chef unique qu'ils appelaient roi. D'accord. Pline le décrit comme plus grand, plus brillant, parfois avec une marque blanche sur le front, comme un diadème, et surtout dispensé de travail. Le chef, quoi. Voilà. Il insiste bien un seul roi par ruche, sinon c'est la guerre civile assurée. Columel, lui, va même plus loin. C'est-à-dire? Il conseille carrément d'éliminer les mauvais rois, ceux qui lui semblaient faibles ou laids, et même de couper les ailes aux rois qui essaimaient trop souvent, pour les forcer à rester. Carrément. Des méthodes assez radicales. Et les mâles? Les faux bourdons, comment ils étaient vus? Alors là, il y avait débat. Klein, lui, les voyait comme de purs parasites, des goinfres inutiles qui mangent le miel, sans rien faire. Le cliché habituel. Voilà. Columel est plus nuancé. En citant un agronome carthaginois, Magon, il suggère qu'ils ont peut-être un rôle, sans trop savoir lequel. Peut-être maintenir la chaleur dans la ruche, participer à la reproduction, ce n'est pas clair. Mais il conseille de ne pas tous les tuer, parce que leur présence forcerait les ouvrières à travailler plus pour compenser. Malin.
Et de toute façon, remarque-t-il, les ouvrières finissent par les chasser ou les tuer elles-mêmes quand les réserves de miel sont pleines. Fascinant de voir ce mélange d'observations très fines et puis d'interprétations un peu à côté, disons. Parlons d'un moment clé pour l'apiculteur, Ouais. l'essaimage. Comment il gérait ça? Même des signes avant-coureurs. Ah oui, lesquels? Quelques jours avant le départ de l'essaim, il y aurait un bourdonnement particulier dans la ruche, une sorte d'agitation un peu fébrile, surtout le soir. Le bon gardien devait être à l'affût. D'accord. Si un essaim sauvage s'échappait et se posait quelque part, Virgile raconte qu'on pouvait faire du bruit en tapant sur du bronze, des cymbales. Pour le rassembler en quelque sorte. C'est un peu l'idée. Si l'essaim se divisait, signe qu'il y avait plusieurs rois rivaux, Columelle donne une méthode assez directe. À laquelle? Se frotter les mains avec de la mélisse pour calmer les abeilles, repérer le groupe principal et écraser le roi dissident. Encore une méthode radicale. Oui. Et si l'essaim s'installait dans un arbre creux, la technique c'était carrément de scier la partie du tronc avec l'essaim dedans et de la ramer comme une nouvelle ruche. Quelle aventure! Ça demandait une vraie présence et pas mal d'ingéniosité. Et face aux maladies, que pouvait-il faire? Il reconnaissait certains signes, oui, des abeilles qui semblent abattues, inactives ou qu'on retrouvait mortes devant la ruche. D'accord. En cas de maladie contagieuse, le premier réflexe, c'était d'isoler les ruches saines en les déplaçant. Il conseillait aussi de nettoyer la ruche, d'enlever les rayons vides ou abîmés, de donner de la nourriture saine et de faire des fumigations avec certaines plantes. Des fumigations. Oui, ils utilisaient aussi des plantes médicinales en infusion, comme la racine namelle cuite dans du vin vieux. Pline signale aussi des ennemis, comme les larves de teigne ou les araignées. Mhm. Et paradoxalement, un excès de miel pendant plusieurs années pouvait être mauvais. Comment ça? Trop de miel? Oui, parce que les abeilles s'épuiseraient à récolter sans assez renouveler la colonie en élevant de nouvelles larves. Incroyable. Qu'ils aient perçu ce risque d'épuisement. Et le moment tant attendu alors, la récolte du miel, comment ça se passait? Elle avait lieu plusieurs fois par an, parfois jusqu'à 3, voire 5 fois dans les régions les plus favorables. Ah oui, quand même! D'abord, il fallait calmer les abeilles. Pour ça, ils utilisaient la fumée, souvent de la fumée de bouse de vache, séchée. Charmant. Oui. Une fois les abeilles moins agressives et regroupées au fond de la ruche, l'apiculteur ouvrait et découpait une partie des rayons pleins de miel avec un couteau spécial. D'accord. Mais la règle d'or, c'était de ne jamais tout prendre. Columelle est très clair là-dessus. Il faut laisser environ 1/5 des rayons au printemps et un bon tiers à la dernière récolte d'automne pour que les abeilles aient de quoi passer l'hiver. Une gestion raisonnée déjà. Tout à fait. Ensuite, le miel de meilleure qualité, le fameux miel vierge ou acétum, s'écoulait tout seul des rayons qu'on suspendait. Les rayons restants étaient ensuite pressés pour extraire un miel de seconde qualité qu'on conservait à part. D'accord. Pline parle aussi d'un miel akapnos, récolté sans fumée, qui aurait eu un meilleur goût. Logique, sans le goût de fumée. Et comme on le disait tout à l'heure, ils avaient bien compris que la qualité du miel dépendait des fleurs butinées. Oui, le thym. Le thym, roi incontesté pour la saveur. Mais il favorisait la présence de plein d'autres plantes près des ruchers. Sarriette, origan, romarin, lavande, serpolet, mélisse, arbres fruitiers. Mhm. Il savait aussi qu'il fallait éviter certaines plantes dont le miel était considéré comme mauvais, voire toxique, comme l'if ou certaines bruyères. Il y a même cette anecdote, rapportée par Hérodote, où des populations auraient utilisé du miel toxique de rhododendron pour affaiblir des soldats ennemis. Le miel comme arme, incroyable. Donc, le miel vraiment au centre de tout. Mais la ruche se n'offrait pas que du miel, j'imagine. D'autres ressources précieuses. Ah oui, la cire d'abeille, c'était au moins aussi important économiquement. Certaines régions, comme la Corse, étaient réputées pour exporter beaucoup de cire, même si leur miel, lui, n'avait pas la meilleure réputation à Rome. D'accord. Et la cire, elle servait à quoi? Oh là là, à énormément de choses dans la vie quotidienne. D'abord pour fabriquer les tablettes à écrire. Les fameuses tablettes de cire. Exactement. On mélangeait la cire à un colorant noir, on la coulait dans des cadres en bois, on écrivait dessus avec un stylet, et on pouvait effacer en lissant la cire. C'était un peu l'équivalent de nos ardoises ou de nos brouillons. Pratique. Essentiel aussi pour sceller les lettres, les documents officiels. En médecine et cosmétique, elle entrait dans la composition de plein d'onguents, d'emplâtre. On faisait aussi des bougies en cire, Pour s'éclairer. plutôt pour les usages religieux en fait, comme pendant les Saturnales où elles symbolisaient la lumière. L'éclairage courant, c'était plutôt les lampes à huile. Et puis, il ne faut pas oublier la technique de la cire perdue. Ah oui, pour la sculpture.
Réaliser des sculptures ou des objets en bronze ou même en verre avec une grande finesse. Un matériau multi-usage essentiel, donc. Et cette substance un peu mystérieuse, la propolis, il la connaissait aussi? Oui, oui, il l'avait repérée. Il savait que les abeilles récoltaient cette résine sur les bourgeons des arbres pour s'en servir comme une sorte de ciment désinfectant. Ah bon? Elle colmatait les fissures de la ruche, la rendait étanche à l'air, à l'eau, et elle l'aseptisait. Elle l'utilisait aussi de manière assez incroyable pour momifier les petits intrus. Momifié? Oui, les souris, les lézards, qu'elle tuait dans la ruche, mais qu'elle ne pouvait pas sortir. Ça évitait la décomposition. C'est incroyable. Et les Romains, eux, Pline en distinguait même plusieurs sortes. Ils l'utilisaient surtout en médecine, pour soigner les plaies, les ulcères, les cors, ou pour aider à retirer une écharde. Décidément, rien ne se perdait dans la ruche. On voit donc qu'ils avaient un sens de l'observation très développé, des techniques bien rodées, mais tout n'était pas parfaitement compris, scientifiquement parlant, j'imagine. Il restait une part de croyance. Exactement. D'un côté, une observation très fine, l'organisation sociale, la division du travail, la défense de la ruche, l'essaimage. Pline décrit très bien la cour du roi, la discipline quasi militaire de la colonie. Mhm. Mais d'un autre côté, leur compréhension biologique était limitée. On l'a vu pour le roi et les faux-bourdons, la reproduction sexuée, ça leur échappait. Oui. La plus célèbre de ces croyances erronées, c'est la bougonie, cette idée tenace que les abeilles pouvaient naître spontanément d'une carcasse de bœuf. C'est étonnant que ça ait persisté. Oui, et ils ne comprenaient pas non plus comment le miel était fabriqué. Pour eux, ce n'était pas du nectar transformé par les abeilles, c'était une sorte de rosée divine, une sueur du ciel ou une salive des étoiles que les abeilles ne faisaient que collecter sur les fleurs. Salive des étoiles, c'est très poétique. Ça explique sans doute pourquoi les abeilles étaient entourées d'autant de mythes et de respect. Absolument. Dans le monde gréco-romain, l'abeille est constamment associée au sacré. Selon un mythe, elles auraient nourri Zeus, bébé, quand il était caché en Crète. Ah oui! Elles symbolisaient la pureté et la chasteté. D'ailleurs, les prêtresses de la déesse Déméter étaient appelées Mélis, ce qui veut dire abeille. Intéressant. On leur prêtait aussi des dons prophétiques. On raconte que des abeilles se seraient posées sur les lèvres de Platon ou de Socrate enfant, signe de leur future éloquence. La classe, ouais. Le mythe d'Aristée aussi, le fils d'Apollon, considéré comme l'inventeur de l'apiculture. Ça montre bien leur importance culturelle. Et même l'ambroisie, la nourriture des dieux, qui donne l'immortalité, était souvent décrite comme ayant un goût de miel ou comme étant 9 fois plus sucré que le miel. Le miel, référence suprême. Finalement, ce regard sur l'apiculture romaine, ça nous révèle à quel point cette activité était vraiment tissée dans la trame de leur société. Économie, alimentation, santé, religion. Oui, c'est clair. Les Romains avaient développé un vrai savoir-faire basé sur l'observation patiente, l'expérience, même si leur compréhension du vivant était parfois teintée de merveilleux ou de mythologie. C'est ça qui est fascinant, je trouve. Ce mélange constant entre le pragmatisme technique, choisir le bon emplacement, le bon type de ruche, savoir quand récolter, et cette vision presque enchantée de l'abeille et du miel comme un don du ciel. On comprend mieux l'admiration de Pline qui les appelait des merveilles incomparables. Exactement. Et il y a un détail amusant et révélateur, je trouve, chez Columel. À la fin de son livre 9, qui est entièrement dédié aux abeilles, il annonce le sujet suivant, la culture des jardins. D'accord. Mais il précise qu'il va en traiter en vers. Ah oui, en poésie. Oui, comme si, après avoir parlé de ces créatures si spéciales, si presque magiques, il ne pouvait continuer qu'en poésie. Ça nous rappelle peut-être qu'à Rome, la connaissance pratique la plus pointue, comme l'agronomie, et l'expression artistique, ce n'était pas forcément séparé. L'agriculture, et surtout l'apiculture, pouvaient inspirer la plus haute poésie. Une très belle façon de conclure sur la richesse de la pensée romaine, où le pratique et le poétique pouvaient coexister si naturellement. Merci beaucoup pour cette exploration vraiment passionnante du monde des abeilles romaines. Merci à vous. Et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour une nouvelle analyse approfondie.